Bonjour à tous, je me prénomme Gaël et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la norme PMR 446. Je ferai un peu de théorie, rassurez-vous, rien de très compliqué, juste histoire de vous expliquer certains phénomènes afin d'améliorer l'efficacité de ces moyens radio, de ces radios PMR 446 aux performances assez modestes. Je terminerai ma vidéo en vous faisant la revue détaillée de ce poste que j'ai acheté d'occasion sur internet pour pas très cher. Une radio de la marque Motorola, le modèle T92H2O. C'est une radio que j'aime bien malgré ses petits défauts. PMR 446, qu'est-ce que ça signifie? Professional Mobile Radio ou Private Mobile Radio. Vous excuserez mon accent anglais, je fais ce que je peux. Bref, la norme PMR 446 permet donc à des professionnels comme à des particuliers d'utiliser librement une bande de fréquence comprise entre 446 MHz et 446,200 MHz avec des postes d'un faible encombrement, donc mobile, et d'une faible puissance. Une utilisation libre ne veut pas dire que l'on peut faire ce qu'on veut. La loi est très claire à ce sujet. Les postes doivent avoir une puissance maxi de 0,5 watts et l'antenne ne doit pas être amovible. La puissance d'une radio PMR 446 peut paraître ridicule. Pour autant, cette puissance permet d'établir des liaisons radio de courte, moyenne, voire longue portée. Tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve et bien sûr des conditions de propagation. Ainsi, en milieu urbain, la portée d'une radio PMR 446 sera relativement petite. Elle sera comprise entre 500 mètres jusqu'à 1 km, 1 km 5. Dans d'autres milieux tels que la forêt, la plaine, voire la montagne, cette portée sera beaucoup plus importante. Elle le sera d'autant plus que si les deux radios sont visibles l'une de l'autre. On parlera à ce moment-là de portée optique ou en anglais de line of sight. C'est cette notion de portée optique qu'il faut garder à l'esprit pour optimiser une liaison radio avec ce type de moyen. On va donc privilégier les points hauts, éviter tout ce qui pourrait constituer un écran entre notre radio et celle de notre correspondant, tels que des mouvements de terrain, autrement dit du relief, ou des constructions humaines. On va chercher à obtenir ce que l'on appelle le meilleur dégagement possible. Pour simplifier un petit peu les choses, du moins pour les imager, on peut comparer les ondes électromagnétiques à des ondes lumineuses. Elles se comportent les unes les autres un peu de la même manière. Un petit peu plus de théorie et vous verrez où je veux en venir par la suite. À l'émission, une radio génère ce que l'on appelle un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique, on le schématise sous la forme d'une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, comme son nom l'indique, est constituée à la fois d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Ce sont ces deux vecteurs qui se propagent dans l'air. Parmi toutes les caractéristiques qui définissent une antenne, il y en a une qui, avec cette radio, est d'une réelle importance. Il s'agit de la polarisation. La polarisation, qu'est-ce que c'est? Elle est définie par la direction du champ électrique par rapport au sol. Il sera, avec cette radio, dans le prolongement de l'antenne. On peut donc dire que la polarisation est verticale. La polarisation sera dite linéaire si les ondes électromagnétiques en chemin ne rencontrent aucun obstacle, aucun écran et ne seront réfléchies en aucune manière, ce qui, pour l'établissement d'une liaison radio, est idéal. Pour bien faire, il faut que l'antenne de réception soit dans la même position que l'antenne d'émission, c'est-à-dire verticale. Que se passe-t-il si les deux antennes ne sont pas dans la même position? On aura alors ce que l'on appelle une désadaptation de la polarisation. Le signal reçu n'aura pas... Que se passe-t-il si les deux radios ne sont pas dans la même position? Il y aura ce que l'on appelle alors une désadaptation de la polarisation. Cette désadaptation va se traduire par un mauvais rendement de l'antenne de réception et donc une atténuation plus ou moins importante du signal reçu. Ce qui, avec
ce type de radio de faible puissance n'est pas souhaitable. Il faut donc veiller à ce que l'antenne soit bien verticale, tant à l'émission qu'à la réception, afin de garantir un fonctionnement de la radio optimal. Tout à l'heure, j'ai parlé de propagation. Celle-ci, dans certaines circonstances, va permettre au signal de notre radio PMR 446 de parcourir des distances relativement importantes. Pourquoi et comment ? Une radio PMR 446 est une radio UHF, une radio qui fonctionne en ultra haute fréquence. Les ondes UHF ont comme propriété le fait de pouvoir se réfléchir dans la troposphère. La troposphère, qu'est-ce que c'est ? C'est la couche la plus basse de l'atmosphère terrestre. Elle a une épaisseur comprise entre 8 et 15 km. Au fur et à mesure de l'altitude, la température de l'air diminue. Mais, dans certaines circonstances, climatiques ou météorologiques, au contraire, cette température va augmenter. On parlera alors d'inversion de température. À ce moment-là, cette partie de la troposphère va se comporter comme une espèce d'écran avec lequel les ondes UHF vont se réfléchir vers la surface terrestre. Ainsi, le signal émis par notre radio, qui normalement aurait dû se perdre dans l'espace, va être réfléchi et pourrait être reçu par un éventuel correspondant. Dans certaines situations, cette partie de la troposphère va se comporter comme une espèce de conduit, une espèce de guide d'onde dans lequel les ondes UHF vont se propager. Dans d'autres cas, les deux effets dont je viens de vous parler vont se conjuguer. Et on pourra atteindre donc des distances très conséquentes. J'en ai fini avec la théorie. Vous l'aurez remarqué, les choses n'ont pas toujours été faciles. Je vais maintenant parler de cette radio PMR 446 de la marque Motorola, le modèle T92H2O. Et tout en faisant sa revue détaillée, j'évoquerai des choses qui, à mes yeux, me paraissent importantes. Place à la revue. Le Motorola T92H2O est vendu sous la forme d'un pack qui comprend une housse de transport qui renferme deux émetteurs-récepteurs de radio avec leurs accessoires et diverses notices. Ici, nous trouvons deux clips ceinture qui, le cas échéant, peuvent se transformer en sifflets d'appoint. Les radios sont alimentées à l'aide d'une batterie rechargeable de 3,6 volts avec une capacité de 800 mAh, ce qui donne à la radio une autonomie d'à peu près une quinzaine d'heures. Il est possible de recharger ces radios à l'aide d'une source 12 volts. On trouve donc ici une prise allume-cigare avec deux prises et deux câbles micro USB. Pour alimenter ces deux radios, nous pouvons également utiliser des piles de type AA, alcaline ou piles rechargeables. Ici, j'ai trois piles rechargeables qui ont une capacité chacune de 2500 mAh. Si on additionne les trois, ça nous fait une batterie équivalente de 7500 mAh, ce qui, par rapport à l'accu de 800 mAh, nous offre une autonomie bien supérieure. Alors, petit souci, c'est qu'on ne peut pas recharger ces accus directement depuis le compartiment batterie de la radio. Pour ce faire, il faudra les démonter et utiliser un chargeur d'accu externe. La housse de transport dispose d'une contenance assez correcte, ce qui va nous permettre de rajouter dans ce pack, dans ce kit si vous préférez, des accessoires supplémentaires tels que des équipements de tête, des accus et diverses autres choses suivant votre convenance. Alors moi perso, j'ai rajouté un petit accessoire tout bébête. Il s'agit d'une simple pièce de monnaie, une pièce de 20 centimes d'euros, dont je me sers pour dévisser les deux vis
se trouvant sur le capot arrière de la radio. Je vais mettre la batterie en place. Donc il y a un sens. This side up. Hop. Je remets le capot en place. Et je vais serrer les vis de manière ferme. Parce que cette radio, qui porte la dénomination H2O, est étanche. En effet, elle a un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'elle est étanche sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. À condition bien sûr que le capot arrière soit fixé correctement et que le cache de l'équipement de tête et de la prise USB soit bien en place. Donc il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir brièvement, car je l'ai oublié tout à l'heure, concernant les clips ceinture. Alors, ceux-ci sont compatibles molles. Vous voyez, ça tombe vraiment pile poil. Alors pour mettre le clip en place sur la radio, c'est très facile. Il suffit de le clipser dessus et ça tient fermement. Alors c'est pas mal, mais notre radio est relativement exposée. Alors il y a une housse avec des attaches molles compatibles avec notre T92. C'est une housse de la marque Tasmanian Tiger et qui convient tout à fait pour notre radio. Voilà. Donc il suffit ensuite de la mettre en place sur notre support molle et le tour est joué. Le Motorola T92 H2O, à première vue, est un bel appareil. Il a un bel aspect, une belle finition. La radio est de couleur jaune et noire. Je trouve que le jaune est un choix judicieux de la part de Motorola, puisque c'est une radio qui est dédiée aux activités outdoor, et notamment nautiques. Et donc, en cas de perte de l'une des radios, il sera beaucoup plus facile de la localiser. Les parties noires ont un aspect mat qui s'apparente un peu à du caoutchouc. Ça en a un peu la même texture. Et ce qui fait que on a un excellent grip, qui est conservé même si on a les mains trempées ou que l'appareil est mouillé. La radio est d'un encombrement réduit, antenne comprise. Elle fait 18 cm de haut pour 6 de large et 4 de profondeur, ce qui fait que la radio tient aisément dans une poche. La radio pèse 233 grammes avec sa batterie d'origine et en cas de chute accidentelle dans l'eau, la radio pourra flotter. Par contre, si nous équipons notre radio avec des batteries AA, à ce moment-là, la radio sera beaucoup plus lourde et perdra cette faculté de flottabilité et coulera à pic. Je vais maintenant m'intéresser aux différentes commandes et fonctions disponibles sur la radio. Je vais commencer par la partie supérieure. Ici, un bouton orange qui va me permettre de lancer une alerte. La radio est éteinte, j'appuie sur le bouton. Que se passe-t-il? Rien. Pour que cette fonction soit disponible, il faut obligatoirement que la radio soit allumée. Juste à côté, une prise jack de 2,5 mm qui va me permettre d'y connecter un équipement de tête. L'antenne qui n'est pas très flexible, mais ce n'est pas un problème vu sa petite taille. Je vais appuyer de nouveau sur le bouton alerte et on va voir ce qui se passe.
permanente, sa lampe torche clignote, et la radio qui reçoit l'alerte, le volume audio est au maximum, et sa lampe torche clignote. Le déclenchement d'alerte avec la radio est une fonction que je trouve très intéressante. Je continue. Sur le côté, nous trouvons la traditionnelle push-to-talk qui permet de faire passer la radio en émission. Sur le dessus, une petite icône qui représente une lampe torche, un appui, lumière rouge, deuxième appui, lumière blanche, troisième appui, plus rien. En dessous, l'écran de la lampe torche qui est relativement résistant, de part et d'autre, ce que Motorola appelle des capteurs d'eau. Alors, ces capteurs d'eau, à quoi servent-ils? Eh bien, si votre radio tombe à l'eau, eh bien la lampe torche va se mettre à clignoter et elle clignotera jusqu'à l'épuisement complet des batteries se trouvant à l'intérieur de la radio. Alors, c'est très bien, mais c'est pas bien. C'est pas bien dans certaines circonstances. Je m'explique. Vous êtes en train de faire une randonnée, vous vous servez de la radio et il se met à pleuvoir, beaucoup pleuvoir. Et à un moment donné, que va-t-il se passer? Eh bien, la lampe torche va se mettre à clignoter. Alors, pour pallier ce problème, il y a une chose toute simple à faire. Vous prenez un petit morceau de ruban adhésif, vous le collez sur l'un des capteurs et le tour est joué. En façade, un écran LCD qui est rétro-éclairé. La touche ici marche-arrêt. Le plus et le moins permet de régler le volume sonore du haut-parleur de la radio. Voilà, vous mettez celui que vous voulez. Hop, un appui bref sur la push to talk pour valider votre choix. Ici, un éclair. Si je fais un appui bref, la radio va se mettre en mode scanning. Donc elle est équipée de 8 canaux. 8 canaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Si je fais un appui long sur le petit éclair, cela désactive le silencieux. Dès que je relâche la touche, le silencieux se réactive automatiquement. Il n'y a aucun moyen de laisser le silencieux désactivé en permanence, ce qui est dommage. La petite note de musique permet d'envoyer des sonneries à des correspondants. Alors la radio est équipée d'une vingtaine de sonneries, il y en a pour tous les goûts. La touche menu, comme son nom l'indique, permet de naviguer dans les différents menus de la radio, et un appui prolongé va verrouiller tous les boutons qui sont situés en façade. Je vais maintenant parler des canaux et de ce que certaines personnes appellent à tort des sous-canaux. Ma radio T92 n'est équipée que de 8 canaux. La norme PMR 446 depuis 2018 est dotée de 16 canaux. J'ai cru comprendre que le Motorola T92 existait également en version 16 canaux. J'ai donc cherché un moyen de transformer par une combinaison de touches ma radio 8 canaux en 16 canaux. Alors je n'ai rien découvert d'extraordinaire, si ce n'est que à l'allumage, si je presse simultanément la touche marche-arrêt et monitoring, le nombre 204 apparaît, la radio semble se réinitialiser et aucun changement. Bon, puisqu'on ne peut pas parler de sous-canaux, de quoi s'agit-il au juste? Le terme le plus approprié est le mot filtre. Ces deux radios sont équipées de 121 filtres, autrement dit de 121 codes, et plus précisément de 38 codes CTCSS et 83 codes DCS. CTCSS, cela signifie Continuous Tone Code Squelch System. En français, c'est un système de filtrage par code de tonalité continue. DCS, ça signifie Digital Code Squelch. Et en français, c'est un système de réception sélectif. Alors, à quoi ça sert et comment ça marche? Ça sert à
empêcher la réception d'émissions indésirables ou d'interférences en bloquant la désactivation du silencieux. Le principe de fonctionnement est le suivant. On va rentrer dans chacune des radios un code CTCSS identique et à l'émission, en même temps que la modulation de la voix, une fréquence ou une tonalité inaudible pour l'oreille humaine va être émise, reçue par la seconde radio et qui permettra la désactivation du silencieux et donc la réception du signal. Un code DCS aura la même fonction, à la différence près que ce n'est pas une tonalité ou une fréquence qui est émise, mais une trame numérique. Alors, je ne sais pas si mon explication a été claire, donc je pense que le mieux est de faire une démonstration. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'une troisième radio. La voici. Elle n'est pas très belle, mais elle a le mérite de bien fonctionner. Elle n'est pas équipée de code CTCSS ou DCS. Les trois radios sont calées sur le canal 5. Le chiffre 0 sur les deux Motorola signifie qu'aucun code CTCSS ou DCS n'a été rentré. Il n'y a donc pas de filtre. Je vais prendre la radio grise, passer en émission. Contrôle radio. Le signal de la radio grise a été reçu par les deux Motorola. Je ne le veux pas. Je vais donc rentrer un code CTCSS dans chacune des Motorola. C'est chose faite. Je vais reprendre la radio grise, repasser en émission, contrôle radio. Et cette fois-ci, le signal de la radio grise n'a pas été reçu. Alors, beaucoup de gens pensent à tort que les codes CTCSS et DCS privatisent leur communication. Ce n'est pas vrai. Et je vais en faire la démonstration tout de suite. Je vais éteindre l'une des radios Motorola. Je vais prendre la seconde radio et passer en émission. Contrôle radio. La norme PMR 446 prévoit que l'utilisation des 16 canaux est libre, que cela soit en analogique, comme cette radio, ou en numérique. Néanmoins, certains utilisateurs ont défini en quelque sorte un plan de bande afin que ce soit un petit peu moins le bazar. Donc par convention, le canal 8 est devenu un canal d'appel général, un canal sur lequel on lance des appels, et une fois qu'on établit un contact radio avec une station, ou si vous préférez un opérateur, on change de canal. Le canal 7 est destiné aux randonneurs, aux activités outdoor et notamment aux activités en montagne. Le canal 5 est utilisé par les scouts. Le canal 3 est quant à lui utilisé par les survivalistes. Alors pourquoi 3 ? Parce qu'en cas de besoin, les survivalistes sont censés se contacter par radio toutes les 3 heures. À l'instant, en parlant des canaux, ou du moins du plan de bande, je n'ai pas parlé des différents codes qui peuvent se rattacher à ces canaux. Je ne l'ai pas fait pour simplifier les choses. Pour en terminer avec les différentes fonctions disponibles sur la radio, celle-ci possède l'anti-bavard, ce qui veut dire qu'au bout d'1 minute d'émission, la radio rebasculera automatiquement en mode réception. En fait, c'est une fonctionnalité qui est imposée par la norme PMR 446. Tous les postes homologués PMR ont cette fonction. Le T92 possède la fonction Vox. Alors le Vox permet de passer en émission sans avoir appuyé sur la Push to Talk, ce qui peut s'avérer pratique, notamment si vous avez besoin de vous de main. Le Vox possède 3 niveaux de sensibilité, suivant l'environnement dans lequel vous vous trouvez, qui peut être plus ou moins brillant. Par contre, pour que la radio passe à l'émission, il y aura un tout petit délai. Donc il y a un petit truc pour éviter que le début de vos communications soit coupé. Vous soufflez de cette manière dans le microphone qui se trouve juste ici, et vos coms ne seront pas coupés. La radio possède un mode vibreur qui vous permet de recevoir des appels en toute discrétion. Dans une précédente séquence, je vous ai indiqué que le Motorola T92 H2O était étanche. Alors, ça tombe bien, j'ai un petit peu d'eau sous la main, je vais pouvoir réaliser un test et vous pourrez constater ce qui constitue à mes yeux l'un des plus grands défauts de cette radio. Avant de réaliser le test,
Les deux radios sont sur le même canal et le volume sonore du haut-parleur est au maximum sur chacune des radios. Je vais tout de suite le vérifier. Ok, il est correct sur chacune des radios. Très bien. Je vais maintenant placer les deux radios dans l'eau. Donc celle-ci flotte parce qu'elle est équipée de sa batterie d'origine. Et l'autre coule parce qu'elle est équipée de batterie AA. Je vais laisser les deux radios dans l'eau pendant à peu près 5 bonnes minutes. Voilà, les 5 minutes sont écoulées. Je vais sortir les radios de l'eau. Donc les deux lampes clignotent, c'est tout à fait normal. Je vais maintenant désactiver le silencieux sur chacune des radios. Et tout de suite on constate que le bruit du haut-parleur est beaucoup plus petit, beaucoup plus sourd. Je vais donc maintenant prendre l'une des radios et passer en émission. Test, 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 test. Contrôle radio, contrôle radio. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Test, test. Contrôle radio, contrôle radio. Donc l'eau altère le fonctionnement du haut-parleur et du microphone. Pour pallier à ce problème, il va falloir chasser le maximum d'eau du haut-parleur et du microphone en secouant les radios fortement. Très bien, je viens de le faire. Donc je vais vérifier à nouveau le fonctionnement du haut-parleur. Bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Pour que le microphone et le haut-parleur fonctionnent à nouveau parfaitement, va falloir sécher cette partie. Donc pour ce faire, il n'y a pas 36 000 solutions. On place l'appareil debout. On prend son mal en patience et on laisse le soleil faire. Ou bien, si on dispose d'un sèche-cheveux, bon, là c'est parfait, et ben on sèche le tout. Voilà, donc l'appareil certes est étanche, mais s'il tombe à l'eau, eh bien le fonctionnement du haut-parleur et du microphone est altéré. Malgré ce défaut, le Motorola T92 reste une bonne radio que l'on peut trouver sur le marché d'occasion pour une cinquantaine d'euros. Voilà, ma vidéo consacrée à la norme PMR 446 et au Motorola T92 H2O est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars 2020. Il fait un temps magnifique et confinement oblige. Je suis dans mon jardin à faire un peu de radio, à faire un peu de télégraphie. Pourquoi ne pas vous mettre vous aussi à la radio? Pourquoi ne pas préparer l'examen pour obtenir une licence radioamateur? Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Surtout, protégez-vous, protégez les autres. Faites attention à ce Covid-19. Restez chez vous. Et comme on dit entre opérateurs radio, 73. Bye bye.